Aujourd'hui, on va traiter des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, de revenir un peu sur finalement le mouvement féministe, ce qui a motivé son apparition, ses revendications, sa pertinence aujourd'hui pour mesurer encore les inégalités de genre, dans le fond, qui existent encore dans notre société. Donc, on verra un peu les transformations dans les rapports hommes-femmes. On va essayer de voir quelles sont les explications qui sont souvent mises de l'avant pour venir appuyer cette différence sociale, cette inégalité de genre dans la société. On va voir un peu quels sont les arguments et à la fin, on va essayer de finir par une réflexion sur comment faire pour essayer de dépasser ça, quelles formes d'action peuvent être collectivement mises en place pour dépasser cette inégalité de genre dans notre société. Donc la question que j'aurais aimé vous poser, le débat que j'aurais aimé avoir en classe avec vous, dans l'introduction de ce cours-là, c'est justement est-ce qu'on peut encore être féministe au Québec et dans le monde en 2020. Donc de savoir un petit peu ce que vous en pensez, si la lutte est encore pertinente, si tout est acquis, qu'est-ce qui reste encore à faire, quels sont les chantiers majeurs pour intervenir, pour rétablir une égalité un peu plus grande entre les genres dans notre société. Donc c'est un petit peu l'introduction. J'aimerais que vous réfléchissiez chacun et chacune à cette question-là. Si on était féministe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on revendiquerait? Cela nous amène donc à définir qu'est-ce que le féminisme. Donc je vous propose une définition assez courte et simple. Le féminisme, comme ça finit par un isme, c'est un courant de pensée, mais aussi un mouvement social, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes qui se revendiquent de ce courant de pensée pour légitimer une forme d'action sociale, d'action transformatrice sur les rapports inégalitaires dans notre société. Donc un courant de pensée et un mouvement social qui, tous les deux, préconisent l'égalité entre les hommes et les femmes, la fin des discriminations de genre dans nos sociétés et l'extension du rôle de la femme dans la société pour qu'elle prenne plus de place. On pourrait considérer que le féminisme est en fait le mouvement d'émancipation le plus marquant du XXe siècle, car si on regarde quel était le statut de la femme dans la plupart des sociétés occidentale et dans le monde au début du XXe siècle, en 1900, et ce qu'il est à la fin du XXe siècle, on voit qu'il y a eu énormément de progrès sur ce plan de la reconnaissance des femmes dans la société, de leur rôle et de leur égal statut à l'intérieur de la société. Donc, c'est pas un mouvement, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de révolte et de révolution, et pourtant c'est une cause qui a quand même considérablement avancé, même s'il reste encore beaucoup à faire sur ce terrain-là. Alors pour bien comprendre le mouvement féministe, en fait les mouvements féministes, on pourrait dire, on peut revenir sur son histoire au cours du XXe siècle, et en général son histoire est racontée comme une suite de vagues. On va dire qu'il y a eu trois vagues. On se questionne même aujourd'hui sur l'existence éventuellement d'une quatrième vague, mais historiquement, classiquement, on va dire qu'il y a eu trois vagues dans l'évolution du féminisme. Alors, bien sûr, là, quand on parle d'évolution du féminisme, on parle bien sûr, oui, à l'échelle globale, mais ces vagues-là, c'est surtout à l'échelle occidentale que ça s'est passé dans les sociétés européennes et nord-américaines, et notamment au Québec. Donc la première vague du mouvement féministe, c'est la vague pour la revendication politique, la revendication d'une égalité des droits civiques fondamentaux, puisque les hommes et les femmes étaient profondément inégaux en droit, et la revendication de base, c'est bien évidemment le droit de vote des femmes, c'est le mouvement qu'on a appelé des suffragettes. Donc c'est la lutte majeure qui est menée au début du XXe siècle, de 1900 à 1950, pour la reconnaissance de droits politiques, donc les droits civiques fondamentaux, égalitaires entre les hommes et les femmes, et donc plus de discrimination, donc c'est-à-dire le droit de vote des femmes. La deuxième vague se caractérise plus dans les années 60-70 par ce qu'on a appelé la libération sexuelle, c'est-à-dire que les femmes ont revendiqué le droit au travail, à l'éducation et à la libération sexuelle, c'est-à-dire que ne plus être considérée simplement comme un objet de procréation, dans le fond. La femme peut faire autre chose de son corps que d'avoir des enfants, elle peut aussi étudier, elle peut avoir droit au travail, et donc c'est une revendication pour une pleine reconnaissance
de son rôle dans la société en tant que contributrice à la fois sur le plan du travail mais aussi des études, et donc de ne pas être simplement cantonnée à être une mère au foyer. Donc la revendication majeure de cette seconde vague. Puis ce qu'on appelle la troisième vague émerge à partir des années 80-90 et surtout s'affirme au courant des années 2000. C'est ce qu'on a appelé la diversité des luttes et la reconnaissance de la lutte intersectionnelle. Donc, c'est-à-dire que on n'est pas juste femme, on peut subir différentes formes d'oppression. En termes de femme, on peut être opprimé parce qu'on est femme, on peut être opprimé parce qu'on est femme noire ou qu'on va subir en plus d'une forme de sexisme, on va subir une forme de racisme, et on peut aussi cumuler les formes de discrimination en étant par exemple femme, noire et pauvre aux États-Unis. Là, on cumule trois formes d'oppression, à la fois sur le statut socio-économique, sur le statut ethnico-racial et sur le statut de genre. Donc, c'est de montrer qu'il peut y avoir, pour pouvoir avancer dans une cause, il faut être solidaire aussi des autres causes qui font de la discrimination. Donc c'est une forme de solidarité entre les différentes luttes et avec la perspective féministe comme assez centrale dans toute cette convergence des luttes. La reconnaissance, la revendication majeure, donc c'est une forme de parité à la fois sur le marché du travail, mais dans les salaires et finalement dans la société, donc au-delà de toute forme de discrimination. Alors depuis les années 2010, depuis une dizaine d'années, on aime bien parler, et puis surtout récemment avec l'émergence, l'affirmation du mouvement MeToo, on aime beaucoup parler d'une quatrième vague. On essaie d'analyser ça comme une quatrième vague du mouvement féministe, donc une nouvelle forme d'affirmation, une nouvelle forme de revendication, une nouvelle forme de radicalité dans le fond, qui s'exprime de différentes manières. Donc bien sûr, le mouvement des Femmes a réaffirmé finalement ce qui avait été un peu mis de l'avant dans les années 60 et 70 en termes de libération sexuelle, mais là cette fois-ci c'est de contrôle véritablement de l'image et du corps. Donc la mise en scène du corps comme outil de revendication politique pour justement attirer l'attention et faire passer des messages. Donc c'est l'expression d'une nouvelle forme de radicalité. Le rôle utilisé par les médias sociaux, encore une fois, pour propager le message et la revendication, l'explosion de la communication via les médias sociaux, qui a permis justement l'élan du mouvement MeToo pour justement dénoncer les formes de harcèlement et cette violence généralisée, systémique, pourrait-on dire, faite à l'égard des femmes. Donc ça prend différentes formes, comme la dénonciation de la culture du viol, c'est-à-dire une reconnaissance implicite dans la société de la banalisation du viol et de la violence sexuelle exercée par les hommes à l'égard des femmes. Donc c'est une dénonciation de cette logique-là et souvent la loi du silence qui entoure ce type d'agissement. Ça a amené aussi à la mise en œuvre, donc il y a les dénonciations publiques, mais il y a aussi la revendication que les gouvernements mettent en place et en œuvre des commissions d'enquête, notamment sur les femmes disparues et notamment sur les femmes autochtones disparues. On a eu ça au Canada, ça n'a pas véritablement abouti, mais ça force les gouvernements à s'interroger et à finalement lever le voile sur quelque chose qui était caché avant et qui était, oh non, finalement, il n'y a rien qui se passe, au contraire, il faut enquêter là-dessus. Et donc, on voit finalement s'élargir à partir de ces formes de manifestations radicales, mais une prise de conscience que la chose n'est pas réglée, qu'il y a encore il y a dans le système social, dans les manières de penser, les manières d'agir, les manières de voir et de concevoir le corps des uns et des autres, on voit encore une forme d'oppression systémique. Et donc, ce qu'on voit beaucoup se développer, se déployer, c'est une forme de démocratisation du mouvement où les gens reconnaissent que oui, ça n'a pas d'allure et qu'il faut se mobiliser. De ce point de vue-là, c'est la petite image que vous voyez, tous les bonnets roses, mais
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016, il y avait eu la première forme de manifestation anti-Trump, c'était justement les mouvements féministes. Des gens étaient venus de partout pour dire, pour condamner, dénoncer les propos sexistes et banalisant finalement une certaine forme de patriarcat dans les propos du nouveau président des États-Unis. Donc les femmes s'étaient mobilisées pour dire qu'elles n'accepteraient pas d'être reléguées à ce type d'image que véhiculait le président de la première puissance économique et militaire du monde. Donc on pourrait penser qu'il y a une quatrième vague, une quatrième essor du mouvement féministe aujourd'hui pour encore une fois lutter contre les formes de discrimination de genre dans nos sociétés. Donc si l'on veut résumer un peu la logique d'évolution du ou des mouvements féministes depuis le début du XXe siècle, on voit que les revendications ont porté essentiellement sur différents thèmes, plus d'égalité, plus de liberté dans l'usage de son corps et de sa vie, plus de diversité, reconnaissance de la diversité des formes d'expression et plus récemment plus de prise de parole publique et finalement, essentiellement, et ça peut être un terme qui englobe le tout, plus de respect, respect de la dignité, respect du consentement, respect de la personne, respect du genre, respect finalement de la personne humaine dans son entièreté et dans le fait d'être porteur de droits et ne pas être nécessairement discriminé sur la base de son genre. Quelles sont les dates clés alors de la reconnaissance de ces droits et de la lutte contre la discrimination de genre au Québec et au Canada? Donc là, une série de dates là, qui permettent de jalonner un petit peu l'évolution de la reconnaissance juridique et politique du mouvement féministe ou des revendications féministes. Le droit de vote des femmes est acquis au Canada très tôt, quand même, comme la plupart des pays anglo-saxons, en 1918, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors là, on voit un décalage Québec-Canada, puisque le Québec, lui, n'a reconnu le droit de vote donc aux élections provinciales qu'à partir de 1940. Donc on a vécu pendant une vingtaine d'années un peu dans une forme d'ambiguïté où les femmes avaient le droit de voter au fédéral, mais pas au provincial. Donc il y a une petite distinction là notable. 1954, c'est le droit de séparation reconnu aux femmes. Les femmes ont le droit de demander le divorce, ce qui n'était pas le cas avant. 1964, la fin de l'incapacité juridique des femmes. On considérait les femmes avant cette modification légale comme finalement un petit peu comme des enfants. Ils n'avaient pas la capacité juridique que pouvaient avoir les hommes ou les adultes. 1971, c'est la reconnaissance du droit des femmes d'être jurées dans un tribunal. Ça aussi, c'est important, hein, parce que dans le fond, un juré, c'est quelqu'un qui a un jugement suffisamment rationnellement reconnu pour pouvoir juger de la culpabilité d'une personne ou d'une autre. Et on considérait que les femmes n'étaient pas dotées de cette rationalité suffisante pour être jurées. Donc, 1971, on a levé cette forme de discrimination. 1973, la mise en place du Conseil du statut de la femme, qui a pour fonction justement de regarder un peu toutes les formes de discrimination et de faire des recommandations pour améliorer les choses. 1981, possibilité pour la femme de garder son nom et de le transmettre à ses enfants, hein, puisqu'avant, finalement, la femme, en se mariant, prenait le nom de son mari et les enfants avaient le nom nécessairement du père. C'est à partir de 81, ça change. 88, 89, décriminalisation de l'avortement, hein, c'était encore un crime avant la fin des années 80. 1996, la loi sur l'équité salariale dans le secteur privé, donc pourquoi les hommes seraient payés plus que les femmes, donc statutairement elle l'était. Donc là, ça commence à changer, mais on le verra dans les statistiques que c'est une discrimination qui perdure quand même, même s'il y a eu des améliorations grâce à ce cadre légal. La loi sur l'équité salariale dans le secteur public est adoptée en 2006. 2007, c'est la première fois qu'on avait un gouvernement paritaire au Québec, donc le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes comme ministres. On n'a pas un parlement paritaire, mais un gouvernement paritaire. C'est la première fois, c'était 2007. Et 2012, suite à la grève étudiante, c'est la première fois qu'on a une femme à la première ministre du Québec, Pauline Marois. Ça n'a pas duré très longtemps.
Mais quand même, vous voyez, c'est la première. Donc il a fallu attendre 2012 pour ça. Au Canada, on a eu une femme dans les années 80 du Parti conservateur qui a été Premier ministre par intérim, mais c'est parce que elle n'a pas été élue en tant que telle, mais elle a remplacé un Premier ministre démissionnaire. Donc euh, au niveau canadien non plus, c'est pas encore une chose réglée. Mais on voit quand même une certaine forme d'évolution. Donc on vient de voir qu'il y a eu une certaine forme de progression dans la reconnaissance légale dans la loi, dans les textes de loi et dans les règlements de l'égalité homme-femme, on chemine vers du mieux, mais il persiste quand même des formes d'inégalité sociale à l'égard des femmes. Alors, comment on peut les remarquer? Il y a différents éléments qui permettent de les noter. La première, la difficile conciliation travail-famille, puisque généralement, c'est quand même s'il y a une égalité proclamée, c'est en général les femmes qui ont la charge de s'occuper des enfants et c'est toujours délicat de gérer une famille, une jeune famille, une grossesse et une carrière professionnelle. Et donc, c'est encore souvent pour beaucoup de femmes, des choix doivent être faits, ce qui est beaucoup moins contraignant à l'égard des hommes encore aujourd'hui dans notre société. Deuxième élément, les obstacles invisibles à la progression professionnelle des femmes, ce qu'on appelle le plafond de verre dans certaines entreprises, dans certains domaines. Les femmes top à un moment donné au niveau salaire, au niveau reconnaissance, parce que justement on considère que bon, bah, c'est une femme, et donc c'est une forme de discrimination dans la progression de la carrière professionnelle. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est un obstacle qui perdure. Troisième élément, l'image stéréotypée véhiculée par les médias de masse à l'égard des femmes et notamment la mise en scène du corps de la femme. D'ailleurs, je vous parlais des femmes tout à l'heure, elles essaient justement d'inverser cela. Elles utilisent les parties du corps hypersexualisées dans les médias pour en faire des arguments non plus de vente d'objets. Là, on ne met pas juste une femme nue sur une automobile pour vendre une automobile, mais on se découvre la poitrine en écrivant un slogan politique pour attirer l'attention et passer le message. Donc c'est un détournement de l'hypersexualisation, mais qui est encore très très présente dans les médias, dans la culture. Et quatrième élément, la mondialisation et la migration du capital. En fait, ce qu'on voit dans le phénomène de mondialisation, c'est que l'atteinte aux droits des femmes est plus grande. En fait, c'est elles qui subissent le plus les conséquences sociales de la mondialisation et de la migration du capital dans le sens des délocalisations d'entreprises. C'est elles qui travaillent le plus dans les sweatshops, c'est elles qui souffrent le plus de cette pression à la baisse sur les salaires, parce que justement c'est une main-d'œuvre docile et plus facilement malléable que les hommes. En tout cas, la plupart des entreprises chinoises ont très bien conçu et même l'affirment comme cela. Donc, elle travaille encore plus pour un salaire de misère partout dans le monde, sans parler de la prostitution internationale et du trafic humain, qui est un autre angle aussi de cette mondialisation un peu cachée. Alors, qu'en est-il de l'homme dans cette conjoncture-là? C'est sûr que sa situation est beaucoup moins complexe que celle de la femme, parce que justement, il subit beaucoup moins de domination. Cependant, son image se transforme quand même. Donc là, juste une petite réflexion quand même sur c'est quoi, comment se transforme l'homme moderne. Alors c'est sûr qu'il y a toujours cette image de l'idéal. Bon, je vous ai mis des photos un peu contrastées, mais parce que justement, on voit cette mise en scène aussi de l'homme, comme on met en scène le corps de la femme, on met aussi en scène le corps de l'homme en le rendant un peu imberbe. En tout cas, il y a cette logique un petit peu, on se rejoint un peu dans la mise en scène des corps, ce qui était beaucoup moins évident avant. On voyait beaucoup moins d'hommes nus que de femmes nues sur des affiches. Là, maintenant, ça s'en vient de plus en plus. Mais il y a quand même en contraste cette image que le mâle idéal, donc là, dans les stéréotypes, doit demeurer encore grand, hein, sortir avec un homme petit. Est-ce qu'on peut sortir avec un homme plus petit que soi? Bon, en tout cas, grand, fort, courageux, que ce soit un bon amant, performant, et un homme, un vrai, ça pleure pas, ça se trompe pas, et puis ça boit beaucoup. Bon, en tout cas, on est en gros dans les stéréotypes, mais justement, marchant dans ces stéréotypes-là, bon, bah, ça véhicule quand même une image, une certaine image, mais qui est quand même
qui commence à être pas mal remise en question, hein. On trouve ça quand même un peu quétaine, même si on l'affirme de notre manière. On voit un peu un choc des modèles, et c'est peut-être cette tendance-là qu'il faut quand même souligner. Oui, il y a encore cette idée du mâle. Il y a aussi cette idée traditionnelle du patriarche, hein, l'homme qui va prendre soin, puis qui prend les décisions, puis qui va être un pourvoyeur, puis bon, le rôle classique. Mais il y a quand même aussi deux autres modèles qui émergent de plus en plus, hein. L'idée de l'homme, l'handicapé affectif, hein, celui qui est incapable d'exprimer ses émotions, qui est tout pogné, qui est pas capable, qui est ci, qui est ça, donc dans le fond qui est pas capable d'établir une bonne communication et qui doit être finalement aidé, soigné, chouchouté pour qu'il puisse enfin réussir à exprimer un sentiment et s'expliquer. Et puis il y a l'autre image, l'homme rose, qui est lui complètement qui a complètement intégré les valeurs féminines au point d'être un peu dénigré par les mâles alpha dominants qui trouvent qu'il en fait trop et qu'il oublie son vrai rôle et sa vraie identité. Donc quatre stéréotypes qu'on retrouve par-ci par-là dans la population à l'égard de la transformation du rôle aussi de l'homme dans cette reconfiguration des rapports hommes-femmes. Parce que si on discute de cette reconfiguration des rapports hommes-femmes, oui, l'image de la femme change dans la société, mais nécessairement l'image de l'homme change aussi, moins radicalement, mais ça amène nécessairement une transformation. Donc il faut quand même s'interroger sur les deux aspects de la chose. Bon, au-delà des stéréotypes, qu'en est-il exactement? Quel est le portrait exactement de cette situation, de cette tension, cette relation en tension entre les hommes et les femmes dans notre société, notamment au Québec? Donc, quel est le portrait actuel? Alors, je vais y aller un par un en prenant un certain nombre de thématiques en termes de santé, politique, famille, éducation et travail. En termes de santé, les femmes vivent en général au Québec 5 ans de plus que les hommes. Donc elles ont une espérance de vie plus longue. Euh, Pourquoi? Ça peut être génétique. En général, c'est expliqué de différentes manières. Il y a toujours des explications génétiques, physiologiques, et aussi peut-être qu'elles auraient elles auraient eu des comportements à risque moins forts en termes d'incidence sur leur santé, et aussi un travail moins physiquement éprouvant aussi en termes de santé. Bon, cela dit, c'est le constat. Par contre, elles font 2 fois plus de dépression que les hommes statistiquement, et aussi plus de tentatives de suicide, même si en termes de suicide, c'est les hommes qui réussissent le plus dans ce domaine, hein. Ils n'utilisent pas la même technique. Donc les femmes font plus de tentatives de suicide, même si les hommes statistiquement se suicident plus que les femmes. En matière politique, bah, les hommes dominent encore et toujours, hein. La politique, c'est le lieu du pouvoir. 70% des députés fédéraux et provinciaux sont des hommes, et près de 90% des élus au niveau municipal. Donc oui, il y a quand même une progression, hein. On progresse vers du mieux. Au Québec, les dernières élections ont permis quand même de rentrer dans ce qu'on appelle la zone paritaire, là, entre 60 et 40% de femmes au Parlement. On est là-dedans. Au niveau fédéral, le gouvernement aussi est paritaire. Donc, il y a une progression, mais quand même, le domaine de la politique est encore un domaine fortement masculin. Dans le domaine de la famille, il y a une discrimination négative à l'égard des femmes parce que oui, il y a un rééquilibrage des rôles. Cependant, la femme a encore quand même plus responsabilités dans la sphère familiale. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la femme, avec le mouvement d'émancipation, finalement, dans les années 60-70, accès à l'éducation, accès au marché du travail, a amené une double tâche désormais pour les femmes, hein. Les femmes doivent travailler à l'extérieur et aussi travailler à l'intérieur. Le fait qu'elles soient sorties de la maison pour intégrer le marché du travail n'a pas nécessairement fait qu'elles se sont émancipées des tâches ménagères à l'intérieur de la maison. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup plus d'aide fournies par l'État en termes de garderie et de systèmes d'assistance et tout ça. Cependant, c'est encore les femmes qui, à l'intérieur de la cellule familiale, ont la plupart des tâches. On va dire les hommes réparent la maison et les femmes pensent la maison, mais il y a encore une forte responsabilité de la femme à l'intérieur de la famille. En matière d'éducation, eh bien, là, toutes les statistiques vont dans le même sens. Les femmes réussissent mieux que les hommes dans le système éducatif québécois, canadien, occidental en général. Euh,
Alors, pourquoi? Ben là, il y a toutes sortes d'explications qui sont mises de l'avant, plus performantes, le système est mieux adapté, elles sont mieux adaptées au système, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est, oui, les femmes ont investi le système d'éducation et finalement ont un taux de diplomation plus élevé que les hommes. Alors là, je m'excuse, les seuls chiffres que j'ai réussi à trouver pour pouvoir comparer, hein, les différents éléments, ils datent un petit peu quand même 2003. Il faudrait essayer de les actualiser un petit peu, mais là, la tendance est un peu, on peut trouver des chiffres qui sont plus récents, mais j'arrive pas à trouver dans tous les secteurs en même temps pour le moment. Ce qu'on voit, la tendance fait que ça se réduit un petit peu l'écart, mais quand même. Donc là, ce qu'on voit, regardez bien, secondaire, collégial, bac, maîtrise, doctorat, finalement, les femmes obtiennent plus de diplômes au niveau secondaire, hein, 91-79%, au niveau collégial 50-29%, même au niveau du baccalauréat à l'université 34-21%. Au niveau de la maîtrise et du doctorat, on est au même stade. En fait, ce que veut dire ce schéma-là, et c'est pour ça que ça aurait été intéressant d'avoir les chiffres pour 2015, de plus récents, c'est de voir justement, parce que ça, c'est des gens qui ont été diplômés en 2003, donc c'est une photographie de la diplomation en 2003 dans la société québécoise. On pourrait présupposer que les jeunes filles qui étaient au collégial ou au bac ben, soient passées à la maîtrise et au doctorat, et donc ça va aussi faire augmenter aussi l'inégalité là de diplôme au niveau des études supérieures et maîtrise et doctorat. Donc, et on pourrait à la rigueur présupposer que ce taux de diplomation, même au niveau supérieur universitaire, va faire que par la force des choses, au niveau politique, ça va changer par la suite. Donc peut-être c'est juste une question de temps, mais dans tous les cas, on le voit au niveau de la diplomation, les femmes réussissent mieux que les garçons. Alors bizarrement, cette meilleure réussite des femmes au niveau éducatif ne se traduit pas par de meilleurs salaires sur le marché du travail. En effet, on le voit ici dans ces différents graphiques, il y a toujours une inégalité dans les types d'emplois et dans les revenus. Sur le marché du travail, les femmes sont défavorisées. Là, dans le tableau que vous avez devant vous, c'est le revenu moyen selon la scolarité. Alors donc, entre les hommes et les hommes en bleu, les femmes en rouge, donc avec un secondaire ou moins, ou pas du tout de diplôme. Les hommes sont en moyenne payés 28 000 dollars par année, les femmes 20 000 dollars, c'est quand même une différence de 8 000 dollars, c'est assez notable. Au niveau du diplôme collégial, donc avec un diplôme du collégial, les hommes sont payés en moyenne 38 000 dollars, les femmes 30 000, et avec un diplôme universitaire, les hommes, là la différence est aussi assez importante, 67 400 pour les hommes et 48 400 pour les femmes. Donc à niveau de diplôme égal, eh bien le niveau de salaire est vraiment moindre, donc c'est lié au niveau de salaire, c'est lié aussi et surtout au type d'emploi. Donc il n'y a pas le fait que les filles soient plus diplômées, ça n'a pas d'incidence véritablement pour le moment encore sur l'égalité de salaire. Donc la lutte contre l'inéquité salariale est encore pertinente aujourd'hui, on le voit dans ces chiffres-là. Alors comment expliquer ces différences constatables dans la vie de tous les jours, même dans notre société qui se dit très avancée, très évoluée, la société québécoise? Eh bien, on peut voir un peu quels sont les registres d'arguments là qui sont mis de l'avant. Est-ce que c'est un phénomène de nature ou c'est un phénomène de culture? Donc, sur les explications biologiques qu'on entend par-ci par-là, qui sont quelquefois avancées, et qu'il faut donc mettre de l'avant. Bon, il y a plusieurs constats. Le premier, le cerveau des femmes est 10% plus petit que celui des hommes, et donc on va peut-être considérer que il y a peut-être un handicap ici, ce qui est un peu complexe pour expliquer la meilleure réussite scolaire, c'est un peu paradoxal, mais bon, c'est un argument qui est mis de l'avant. Le deuxième argument d'ordre biologique et physiologique, ce serait que les hommes utilisent plutôt leur hémisphère droit, qui est celui de l'action, celui de la recherche de solutions, celui de l'orientation spatiale, et donc d'essayer de s'adapter à l'environnement. Et les femmes utiliseraient plutôt leur hémisphère gauche, celui du langage, de la communication et celui des émotions. Donc on ne ferait pas le même usage de notre cerveau. On considérerait aussi qu'il y a ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel ou de genre, on n'a pas la même morphologie, bon c'est évident, hein, mais et donc à partir de là, ben, si on n'a pas la même morphologie, peut-être qu'on n'a pas non plus les mêmes capacités.
Aussi, une différence physiologique entre les hommes et les femmes, c'est le système hormonal et le système, l'appareil reproductif. On n'a pas le même, bien évidemment, et donc ça expliquerait peut-être que les femmes sont plus passives pardon, et coopératives, et les hommes plus agressifs et compétitifs. Donc, toute une série d'arguments qui sont mis de l'avant à partir de constats de différences physiologiques. Est-ce que cela peut expliquer des différences sociales? On peut en douter, on va voir pour la suite de l'argumentation. Donc, en bon sociologue, on a souvent tendance un peu à écarter les arguments d'ordre naturel ou biologique pour expliquer des phénomènes sociaux. On va plutôt essayer de voir quelles sont les explications sociales à ces différences constatables entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. Euh, un des premiers éléments qui nous permet d'analyser cette différence-là, c'est la différence conceptuelle qui a été établie par tout le mouvement de réflexion sur la question féministe, le courant de pensée, les études féministes entre sexe et genre. Alors, quelle est la différence entre le sexe et le genre? C'est que le sexe fait référence à des différences d'ordre biologique, alors que le genre, ce sont des différences socialement construites. Donc, on reprend la phrase classique de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et donc oui, c'est pas tant cette différence dans la société entre les hommes et les femmes n'est pas tant établie en termes de différence physiologique, mais bien socialement construite. Donc c'est une inégalité socialement construite qui s'appuie sur une distinction de sexe pour appuyer une domination de genre. Et donc ça amène, et c'est peut-être là la clé de justement cette différence dans les statuts et les rôles qu'on attribue aux hommes et aux femmes dans la société, d'un point de vue sociologique, on va dire que ça s'appuie sur cette idée de socialisation donc différenciée. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on n'éduque pas de la même manière les hommes et les femmes en fonction justement de leur genre. On va considérer que les hommes doivent être éduqués d'une certaine manière et les femmes d'une autre manière. Et insidieusement, même si on ne veut pas reproduire des stéréotypes et ci et ça, on va toujours avoir tendance à appliquer une forme genrée d'éducation à l'un ou l'autre genre. Et c'est à partir de ces mécanismes sociaux-là qu'on reproduit une forme d'inégalité à l'égard des hommes et des femmes dans la société. Donc la couleur, on va dire que bon, le bébé né le bleu, le rose, mais même on va dire qu'une femme prend soin d'elle, doit être plus expressive et ci et ça. Donc à partir du moment où on stimule les enfants pour mettre de l'avant certains traits de leur personnalité et on va les amener à réprimer d'autres traits de leur personnalité, on va façonner en fonction d'impératifs sociaux leur personnalité et on va leur forger une identité qu'ils vont ensuite reproduire en termes de domination d'un genre sur un autre. Plusieurs théories sont mises de l'avant pour expliquer la domination des hommes sur les femmes. Et donc je vais reprendre ces éléments-là à titre informatif, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Une des premières théories se base sur le constat d'une forme d'universalité du patriarcat. C'est de dire que dans la plupart des sociétés, on observe que les hommes dominent, donc il doit y avoir une loi universelle là-dedans. Et donc le patriarcat est comme une sorte de loi de la nature puisqu'on l'observe partout. Alors là, il y a une première contrainte, c'est ce qu'on peut vraiment l'observer partout, et ici et maintenant. Historiquement, est-ce que ça a été comme ça? En tout cas, il y a beaucoup de débats là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de formes de sociétés matriarcales, notamment chez les peuples autochtones, chez nous, qui sont plus ou moins niés dans cette analyse-là. Deuxième argument qui est souvent mis de l'avant, c'est celui de la force physique. Les hommes sont plus forts, donc les hommes dominent. Ok, encore faut-il accepter d'avoir une société fondée sur la force physique. Est-ce que c'est la force physique qui explique tout? Pas véritablement, mais bon, c'est un des arguments qui est mis de l'avant. Le troisième argument, un peu plus élaboré, disons, c'est celui de l'incapacité des hommes à enfanter. En effet, les hommes ne peuvent pas faire d'enfants, c'est une prérogative féminine, mais cela a amené historiquement une certaine forme de domination, puisque justement, pour assurer la pérennité du groupe, il faut de la reproduction, il faut que le groupe se reproduise, et si
les hommes ne peuvent pas se reproduire, eh bien, ils sont un peu dépendants des femmes pour ça, même s'il y a un accouplement entre les deux. Et donc, le contrôle de la fécondité, c'est une analyse, hein, qui va être menée, qui va être établie, c'est que le contrôle de la fécondité devient un enjeu majeur pour la reproduction du groupe, et donc les hommes vont essayer de contrôler les femmes pour contrôler leur fécondité, pour finalement contrôler l'avenir de leur clan et de leur groupe. Donc cela explique l'infériorisation des femmes, où les femmes sont finalement mises au service du collectif pour assurer la reproduction du groupe. Bon, donc c'est une des formes d'analyse historique de la domination des hommes sur les femmes. Alors, doit-on prendre toutes ces théories pour du cash et pour tout ce qu'elles disent? En fait, non, je voulais surtout susciter le débat à partir de ça. On aurait pu en discuter beaucoup entre nous en classe. Malheureusement, le format ne le permet pas. Alors, je continue un peu sur ces tabous liés à la reproduction et aux stéréotypes sexuels qu'on peut revoir dans nos sociétés, et qui explique encore une fois, ou qui nous donne des clés d'analyse historique d'une domination des hommes sur les femmes depuis pas mal de temps. Il y a différents éléments, c'est vrai, qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés. L'un, c'est la prohibition de l'inceste. Alors, on pourrait considérer ça comme quand même relativement une bonne chose pour la préservation des enfants, bien évidemment, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez largement, et qui établit encore une relation, qui voit une relation de domination de l'un sur l'autre, de l'homme sur la femme. Un autre élément qu'on retrouve dans beaucoup de religions, beaucoup de cultures, c'est cette théorie, cette image de l'impureté attachée à la femme à cause de justement des menstruations, de l'accouchement, donc des, euh, des éléments d'ordre physiologique qui vont être doublés d'un jugement de valeur. On va considérer ça comme impur, et donc la femme est impure, donc la femme est finalement la source de tous les problèmes. Un autre élément qu'on voit et qui justement s'appuie sur cette forme d'infériorisation de la femme ou de domination de la femme, c'est ce qu'on peut considérer comme l'échange de femmes, en fait, le fait que des familles arrangent des mariages, donc que ça se passe, et en général entre hommes, qu'on fasse des alliances familiales ou des dons, des mariages forcés, dans le fond, pour dire que finalement la pauvre fille, elle n'a pas choisi, et c'est les parents qui décident pour elle, et donc ça se fait en général pour les femmes et rarement pour les garçons. Euh, Aussi traditionnellement dans la culture judéo-chrétienne, hein, la faute originelle, hein, le problème dans le monde, là, dans le fond, là, le fait que l'homme se soit fait chasser du paradis, ben, c'est toujours la faute originelle. La première faute, c'est toujours la femme, hein, Ève, hein, la fameuse Adam et Ève, et la fameuse pomme. La boîte de Pandore, hein, vous avez déjà entendu cette histoire de la boîte de Pandore, hein, on ouvre la boîte de Pandore, puis le malheur s'abat sur la planète. Pandore, bien sûr, c'est une femme. Donc, à chaque fois, dans toutes les mythologies, religions et tout ça, la faute originelle est portée sur la femme. Même encore là, il faut quand même relativiser les choses, puisque dans beaucoup de cultures autochtones et de cosmogonie autochtone, la femme est quand même source de vie. Et donc, bon, il ne faut pas non plus généraliser, mais dans la vision judéo-chrétienne de la chose, on a tendance souvent à rejeter la faute sur les femmes, et ce qui m'amène à ces quatre images, ces quatre modèles qu'on peut voir dans la société, dans les médias, dans la culture, dans toute l'ordre symbolique attaché autour de l'image de la femme, hein, ces modèles, la putain, la sorcière, la sainte ou la blonde. Bon, ben, à chaque fois, c'est des stéréotypes, hein. La femme, c'est celle qui accorde des faveurs sexuelles, c'est celle qui jette des sorts, ou alors ce serait la sainte qui prend soin des gens, et c'est une autre image plus positive quand même, mais en même temps qui nous cantonne dans une mission bien spécifique de chasteté, puis d'accepter son rôle, ou encore cette image de la blonde un peu niaiseuse. Bon, c'est des blagues qu'on fait encore ici, donc des blagues sexistes. Mais vous voyez, là encore, des stéréotypes, mais toujours attachés autour du caractère néfaste, méchant, sexuel, et puis peu intelligent de la femme en général, et qu'on retrouve en tant que préjugé beaucoup dans la société. Alors cette image de la femme, cette vision qu'on peut avoir de la femme, amène toutes sortes de problématiques. Là, je vous amène un élément là dont j'aurais aimé discuter
avec vous, c'est cette tyrannie de la beauté, en fait, cette mise en scène symbolique, cette image de la femme qui est véhiculée et qui la contraint, même encore aujourd'hui, dans un carcan. Il faut être belle, faut se conformer à une image ou à des canons de beauté qui sont beaucoup moins contraignants à l'égard des hommes, par exemple, qui peuvent être beaucoup plus négligents envers leur apparence que ne peuvent l'être les femmes dans nos sociétés. Bon, bah, cette contrainte corporelle, se coiffer, se maquiller, contrôler son poids, se mettre en scène, en tout cas, et puis retoucher toutes les différentes parties de son corps, font que finalement, cette tyrannie de la beauté s'applique encore aujourd'hui à l'égard des femmes. On aurait pu se questionner sur ça aussi entre nous dans la classe. Un autre paradoxe que je voulais souligner avec vous, et c'est un débat qu'on aurait pu avoir. On a beaucoup parlé en fait, en tout cas de la libération de la femme, la libération sexuelle, le contrôle de son corps. Et puis, c'est un débat qui revient beaucoup, qui est revenu récemment dans la société québécoise avec autour de la question du voile, hein. Ça a été beaucoup mis de l'avant, cette question du voile pour les femmes musulmanes, comme une forme justement de domination exercée par les hommes sur les femmes d'un point de vue culturel et religieux. Donc, ça obligerait les femmes à se voiler et à masquer leur corps. Bon, c'est un peu provoquant ce que je vous amène là, mais quand même, quand même se poser la question. C'est entre se voiler le corps et se le dévêtir complètement, et comme on le voit ou comme on le met en scène dans beaucoup de publicités, on peut se questionner sur finalement qui est le plus à même de contrôler son corps. Dans tous les cas, l'image de gauche ou l'image de droite, il y a une forme de contrainte de toute manière qui s'applique à l'un ou l'autre. Et encore une fois, c'est la femme qui voit son corps objet de mise en scène et de contrôle à des fins, alors à des fins de domination ou à des fins d'affirmation de quelque chose, mais dans tous les cas, c'est le corps de la femme qui est encore une fois contrôlé. Donc, allons-nous en sortir un jour de cette guerre des sexes et de cette domination des hommes sur les femmes dans nos sociétés? Alors, on a vu qu'on avait pas mal progressé au XXe siècle, hein. C'est des acquis des mouvements féministes et qui sont évidents. On voit que tout n'est pas gagné et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quelles pourraient être les solutions et comment faire pour continuer à avancer vers une transformation sociale qui réduise ces inégalités? Donc la première solution à la guerre des sexes, les mouvements de femmes, comment s'organiser pour faire avancer et transformer les choses. Alors dans les mouvements de femmes, on peut analyser trois mouvements. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus progressistes et d'autres plus conservateurs. Donc le courant conservateur, donc lui, va un peu à l'encontre de la dynamique dont on parle jusqu'à présent, de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est un courant qui, même porté par des femmes, met de l'avant des valeurs religieuses pour justement revenir à une forme plus traditionnelle de la place de la femme dans la société. Donc ça ne va pas vers une forme d'émancipation, mais ça va vers une forme de retour à finalement un ordre des choses qu'on considérait finalement comme pas si mal pour garantir finalement la protection de la femme, mais une protection sous une domination bienveillante. Donc cette vision-là du courant conservateur est contre l'avortement, contre la contraception, pour la virginité jusqu'au mariage, pour le mariage. Donc on peut le voir pas juste dans nos sociétés, un petit peu partout, mais c'est une forme paradoxalement de mise en... En fait, la femme reprend son trou d'une certaine manière pour finalement euh, lutter contre les excès de la modernité et pour revenir à une forme de, de paix des genres, mais en acceptant la domination. Bon, on peut choisir ça. Euh, on peut aussi choisir d'aller vers le mieux, et c'est ce que veut faire le courant réformiste. Donc, donc on veut réformer la société, pas conserver ce qui existe déjà ou revenir à quelque chose d'ancien, mais aller vers du mieux et donc de la transformation. Et donc là, c'est revendiquer une véritable égalité des droits et des formes de discrimination positives pour finalement permettre à tous les niveaux, sur le marché du travail, dans l'éducation, c'est déjà pas mal acquis, dans le domaine de la politique, dans le domaine économique, un peu partout,
de mettre en place, de rendre visible beaucoup plus de femmes pour finalement aboutir à une réelle égalité concrète des droits. Et le courant plus radical, lui, il pousse encore plus loin la lutte, hein, pour pourchasser partout dans la société tous les vestiges de patriarcat, puisque c'est justement ça qui crée l'inégalité, le patriarcat, une société fondée sur la domination de l'homme en tant que père, et fait l'éloge de la différence des genres, mais aussi des orientations sexuelles, et c'est tout le mouvement de reconnaissance de la diversité et de cet élément central de la convergence des luttes, donc dans une approche intersectionnelle, mais pour dire, bah, écoutez, il y a toujours du patriarcat, et tant que le patriarcat n'aura pas été éradiqué en tant que culture, il y aura toujours une forme de domination. Donc on voit trois courants, conservateurs, réformistes, radical. Les trois se questionnent sur leur rôle, la place de la femme dans la société, et c'est sûr que les courants réformistes et radicaux vont un peu plus loin vers une plus grande égalité, donc une transformation culturelle assez profonde de nos sociétés. Regardons ce qui se passe maintenant du côté des mouvements d'hommes, pour voir si eux aussi se mobilisent pour transformer un peu cette relation inégalitaire entre les hommes et les femmes. Alors là, on va reprendre la même grille d'analyse, conservateur, réformiste, radical, puisqu'il y a trois types de mouvements aussi au sein des hommes par rapport à cette question-là. Donc sur le plan conservateur, c'est ce qu'on appelle le mouvement masculiniste qui s'exprime quand même au Québec de temps en temps, qui finalement s'affirme comme franchement opposé au féminisme, hein. Le masculinisme se veut l'inverse du féminisme et qui prône le retour au rôle traditionnel dans la société, avec un homme fort, un homme qui doit euh, raffermir son autorité, notamment sur les enfants et sur sa femme. Ils sont même un peu radicalement pour la séparation des sexes, des enfants par sexe à l'école. Donc c'est une forme de retour à une société patriarcale sans dire le nom, au nom de la défense des valeurs masculines, qui sont jugées comme en voie de disparition dans la société contemporaine. Donc ça c'est pour le courant conservateur qui veut revenir à l'ordre ancien, et ensuite pour les courants plus progressistes, le courant réformiste, lui, mise sur une forme de thérapie de la masculinité. Donc c'est une prise de conscience qu'il y a une crise de la masculinité dans notre société actuelle, et il faut voir comment justement gérer cette crise pour faire face aux problèmes spécifiques que les hommes peuvent rencontrer, donc comment les accompagner dans cette mutation identitaire-là. Et puis qui quand même s'appuie sur une défense des droits des hommes dans certains domaines, notamment dans le domaine du droit de la famille, puisque justement, et c'est comme ça que le mouvement masculiniste d'ailleurs a décollé un petit peu, c'est de montrer qu'il y avait, en cas de séparation, une inégalité dans l'accès aux enfants entre les hommes et les femmes. C'est la plupart du temps les femmes qui avaient la garde, et donc c'est un mouvement qui se rééquilibre justement de ce point de vue, de ce point de vue-là. Le troisième courant, radical, comme pour les femmes précédemment, donc là c'est vraiment les groupes pro-féministes qui vont dans une perspective d'alliance avec le mouvement féministe faire une guerre au patriarcat, mais à partir d'un point de vue masculin. Et donc c'est de dire qu'il faut véritablement abolir cette forme de domination-là. Ça ne profite ni aux hommes ni aux femmes. Donc courant plus radical dans cette mouvance-là.